une de ce journal, la République démocratique du Congo bénéficiera de 7 milliards de dollars à affecter dans le domaine de la construction des infrastructures. C'est le gouvernement qui l'a réaffirmé au cours d'un briefing co-animé avec le ministre de la Communication. Et à l'international, depuis la réduction de la dette internationale somalienne, l'économie de ce pays de l'Afrique de l'Est va entrer dans une nouvelle phase afin de se reconstruire et ainsi attirer des investisseurs dans plusieurs secteurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette livraison de l'actualité. Commençons ce journal avec cette brève cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République et le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo ce mardi au Palais de la Nation. À l'occasion, Félix Tshisekedi a réitéré avec fermeté la position de Kinshasa concernant les agressions répétées dont le pays fait l'objet dans sa partie orientale. Pour l'actuel locataire du Palais de la Nation, aucun dialogue n'est possible entre la RDC et le mouvement du M23. Et puis, le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, dans son poste de travail ce lundi 29 janvier. Ils ont passé en revue l'appui reçu pour sécuriser la ville de Kolwezi, qui est le poumon du pays. Sur les infrastructures, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a profité de l'occasion pour faire le rapport de l'évolution de tous les chantiers dans les domaines de l'économie, l'éducation et la santé, a-t-elle laissé entendre dans une interview à la sortie de l'audience. Suivez. La gouverneure de la province de Lualaba. Madame la gouverneure, ça va ? Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qui veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Et lors de la session inaugurale de la 4e législature de la 3e République, tenue hier lundi 29 janvier 2024 à la Chambre basse du Parlement, sur les 337 nouveaux députés élus, figurait également Faustin Kaziteriko, le nouvel élu issu de la circonscription de la Funa, était accompagné des membres de son parti Congo Uni afin de débuter officiellement son mandat qu'il est prêt à affronter. Suivez ce reportage. C'est ce lundi 29 janvier 2024 que la plénière inaugurale de la 4e législature de la 3e République a été ouverte à l'Assemblée nationale en présence de nouveaux élus nationaux parmi lesquels se trouvait Kaziteriko Kenda Faustin, élu de la circonscription de la Funa. Accompagné de membres de son parti à l'Assemblée nationale, Maître Kazi, comme on l'appelle, a tenu à le remercier à son arrivée au siège du parti Congo Uni pour tous les sacrifices consentis depuis le début de la campagne jusqu'à son élection comme député
député national. Au terme de cette causerie, Faustin Kaziteriko s'est exprimé en ces termes. Je suis très content que je sois parmi les élus nationaux, et plus précisément un élu de la circonscription électorale de Funa. C'est un grand plaisir. C'est le premier pas d'un long voyage, d'un voyage qui va nous prendre 5 ans durant. Donc j'ai béni Dieu pour ça et je suis reconnaissant vis-à-vis de mon parti, Congo Uni, dont les membres ont voté pour moi massivement dans la circonscription de Funa. Mais il n'y a pas que les membres de mon parti qui ont voté pour moi à Funa. Il y a aussi des membres des sympathisants, les gens qui m'ont porté dans leur cœur et qui m'ont donné leur voix. Je crois que c'est une législature qui sera très 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 différente des précédentes. La différence est liée au fait que moi-même je suis membre de l'Assemblée nationale. C'est mon premier mandat en tant que député national et je vais essayer d'amener ma touche personnelle en termes de réflexion. La mission de l'Assemblée nationale, c'est voter les lois, contrôler le gouvernement, les établissements publics, les services publics et les entreprises publiques. Donc je crois que je vais apporter ma touche personnelle à cette triple mission qui est dévolue à l'Assemblée nationale. Je vais attaquer mon premier mandat par l'observation. Je vais d'abord observer et voir un peu comment est-ce que les choses se passent au sein de l'Assemblée nationale. C'est vrai, comme le secrétaire général l'a dit, il y a des us et coutumes. Je ne suis qu'un apprenti, c'est mon premier mandat. Donc je vais d'abord observer et sur la base de cette observation-là, je pourrai agir. Mais rassurez-vous que je vais agir convenablement sur la base de mes convictions politiques. Ici est de rappeler que le bureau d'âge a été mis en place. Il est dirigé par Christophe Mbosso, président du bureau de l'Assemblée nationale de la dernière législature. Il sera assisté de Serge Bahati et Agé Matembo, tous secrétaires. Après l'appel nominal, 402 élus nationaux ont pris part à la session inaugurale avec 337 nouveaux élus, dont Faustin Kaziteriko. Autre chose à présent, revisitation du contrat chinois en République démocratique du Congo. La RDC va bénéficier de 7 milliards de dollars affectés dans le domaine de la construction des infrastructures. Une annonce du chef de l'État est réaffirmée par le gouvernement lors d'un briefing co-animé par le ministre de la Communication Patrick Muyaya, le dirkaba du chef de l'État André Wamesso, le responsable de l'IGF Jules Alinguete et le ministre d'État des ITP Alexis Guissaro. Cette somme inclut sur les 822 millions déjà affectés dans ce secteur prévu dans la convention initiale. Selon le dirkaba du président Félix Tshisekedi, parmi les innovations de ce contrat, il y a entre autres une évaluation annuelle de la convention. Suivez. Tout à l'heure, nous avons mis en place un système où le contrat va être évalué de manière annuelle. Et tant que ce qui a été convenu avec cet avenant continue à produire ses effets à la satisfaction de la partie congolaise en tout cas, ou bien des deux parties, nous continuons jusqu'à ce que nous aurons atteint les 7 milliards, c'est-à-dire tel que c'est prévu, c'est pour 2040. Et avant ça, nous avons parlé du remboursement des emprunts. Une fois que les emprunts sont remboursés, on pourra encore s'asseoir. Donc, nous entrons avec la partie chinoise dans un processus dynamique, mais qui doit avoir comme souci majeur la satisfaction annuelle des deux parties. Et je crois que nous avons négocié de bonne foi et les parties qui seront autour de la table chaque année pour pouvoir voir si les clauses de cet avenant auront rencontré la satisfaction ou bien les besoins de chaque partie continuent à produire ces effets. Même si la raison principale de la signature de ce partenariat, c'était que la République démocratique du Congo puisse bénéficier des infrastructures, ce qui n'était pas le cas pendant les 15 dernières années. Nous avons rétabli ça, mais autour de ça, il y a
aussi, il y a tout un écosystème qui va se créer autour de ces 5 milliards 8 qui vont se rajouter. Nous avons bon espoir que les entreprises congolaises vont participer à la réalisation des travaux, sans compter la sous-traitance, sans compter la création d'emplois, sans compter le désenclavement. Et moi, je préfère appeler ça l'intégration économique de la RDC, puisqu'il faut réintégrer les provinces, les territoires les uns avec les autres, d'où le projet PDL 145 territoires du président de la République, qui sera d'ailleurs renforcé grâce à l'appui de ce projet. La détention des 90% des contrats de sous-traitance par une entreprise belgo-indienne dénommée TCFF, qui à son tour exigeait des commissions aux entreprises congolaises sous-traitantes en violation de la loi, divisait l'ARSP, l'accusateur, et le géant minier Barrick, actionnaire gérant de Kibali Goldmine, qui plaide non coupable, évoquant certaines allégations qu'il qualifie de non fondées, reprises par certains médias, mais que reproche-t-on réellement aux responsables de Barrick? Suivant. L'on peut dire ça y est, l'option est levée dans le dossier TCFF, une société en réalité non éligible à la sous-traitance qui travaillait en violation de la loi qui régule ce secteur au sein du groupe Barrick Kibali Gold, le deuxième géant au monde en matière de l'exploitation aurifère. À l'issue de cette séance de travail qui a duré plus de 4 heures, présidée par le DG Miguel Cachal, il ressort que ce contrat est appelé à la dissolution et les marchés qui lui revenaient seront dorénavant ouverts au profit des sous-traitants à capitaux majoritairement congolais. C'est qu'il y a une société qui est dénommée TCFF. Cette société détient presque 90% des marchés au sein de Kibali Gold, sous-traite à son tour tous les sous-traitants congolais qui prélèvent plutôt un pourcentage de 5%. Ça, ce sont des effets qui ne peuvent pas être acceptés ou tolérés. Nous avons demandé à Kibali Gold de radier d'abord TCFF dans son système. Et ici, chez nous, au niveau de l'ARSP, nous allons retirer TCFF dans les systèmes de l'ARSP, ce qui fait que cette société ne sera plus éligible sur toute l'étendue du territoire national. Les 90% des marchés de Kibali Gold qui étaient centralisés par cette société étrangère viennent aujourd'hui d'être libérés au profit des entrepreneurs congolais. C'est le combat du président de la République, chef de l'État. Les responsables de Kibali Gold ont en effet reconnu ce dérapage et sont prêts à respecter minutieusement les mesures d'application de cette loi. Au nom de l'ARSP, nous avons travaillé avec l'aide du directeur général et de son équipe. Les écarts qui ont été identifiés, nous avons discuté dessus et à l'heure actuelle, nous sommes alignés à ce que sera la feuille de route. Nous sommes assignés un timing nous accordé par le directeur général ainsi que toute son équipe pour mettre en place une période transitoire au terme de laquelle nous allons travailler et voir comment aboutir aux objectifs de faire partir la société TCFF, comme recommandé par l'ARSP. Il est à noter que cette année encore, les DG Miguel Cachal. Autre chose à présent, une série de décisions ont mis la ville de Kinshasa dans une sorte de confusion. Il s'agit de la suspension puis la réhabilitation des gouverneurs, dont celui de Kinshasa, Jean Tini Ngobila, mis en cause par la CENI dans une affaire de corruption, fraude et vandalisme du matériel électoral. L'affaire remonte au 20 décembre 2023, jour des élections. La suspension des gouverneurs par les VPM Peter Kazadi a été levée par lui-même. Problème à Kinshasa, l'Assemblée provinciale s'oppose à cette décision. Le gouverneur, lui, a repris ses fonctions. Devant cette ambiguïté des mesures, Peter Kazadi explique le fond de sa décision de réhabiliter les gouverneurs. Il s'agit de 4 gouverneurs qui ont été frappés des mesures de suspension pour les accusations portées contre eux par la CENI. Ces 4 gouverneurs ont introduit des recours administratifs à mon cabinet. En même temps, ils ont saisi la justice.
pour leur éviter une double sanction, c'est-à-dire les punir administrativement pendant que la justice s'est saisie de leur dossier, j'ai retiré la suspension administrative pour les laisser à la disposition de la justice. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo vont jouer face au Sili national de la Guinée ce vendredi 2 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ce match entre dans le cadre des quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Suivant le commentaire avec Blaise Kozola. C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. Les Léopards de la République démocratique du Congo joueront le vendredi 2 février prochain le Sili national de la Guinée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Congolais ont ainsi composté leur billet en sortant les Égyptiens à la suite d'une séance serrée des tirs au but après un nul d'un but partout au match disputé au stade Laurent Pokou de San Pedro. Les Congolais avaient inscrit leur but par l'entremise de Meshak Elia à la 37e minute. Les Égyptiens ont égalisé à la 46e minute au penalty par Mostafa Mohamed. La RDC accède donc à cette étape après 7 ans où elle avait perdu face aux Black Stars du Ghana sur le score de 2-1. À Kinshasa, de nombreux amoureux du ballon rond souhaitent revivre l'expérience de 1974 où la RDC, alors le Zaïre à l'époque, avait battu l'Égypte en demi-finale avant de remporter ses trophées face à la Zambie. L'Égypte est au sol, l'Égypte chute, la RDC est qualifiée, bravo, c'est exceptionnel. Sortons des frontières de la République démocratique du Congo, faisons place à la page internationale. Je l'avais dit au sommaire, l'économie somalienne est en passe d'entrer dans une nouvelle phase depuis la réduction de sa dette internationale de 4,5 milliards de dollars accordée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en décembre 2023 pour se remettre de 3 décennies de conflits et de lutte contre le terrorisme. Le pays cherche à attirer des investisseurs dans plusieurs secteurs, dont celui des infrastructures, de la construction et de l'énergie. Avec un PIB estimé à 10,42 milliards de dollars en 2022 selon les données de la Banque mondiale, la Somalie envisage de booster sa croissance économique grâce au secteur privé. Ceci à travers la mise en œuvre de la vision de la Somalie pour le développement du secteur privé. La stratégie devrait permettre d'améliorer le climat des affaires de ce pays de la Corne de l'Afrique où l'accès aux capitaux et à l'approvisionnement en électricité est limité, ainsi que la protection des investisseurs. La Somalie peut avoir des défis à relever dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, en termes d'infrastructures, de routes, de ports. Elle peut avoir un fort potentiel d'investissement. Mais nous pensons que lorsqu'il s'agit de technologie, c'est le moyen le plus facile pour les Somaliens d'obtenir au moins des investissements suffisants. Malgré des décennies de conflits et un environnement commercial parmi les plus difficiles au monde, la Somalie a réussi à maintenir un secteur privé en croissance qui génère environ 90% du PIB du pays. En effet, selon l'enquête à haute fréquence publiée en 2019 par la Banque mondiale, plus de 60% des investisseurs étrangers déclarent avoir constaté une amélioration générale de tous les principaux facteurs de leurs décisions d'investissement dans le pays. La Somalie offre ainsi des possibilités d'investissement dans plusieurs secteurs, dont les infrastructures de transport et des énergies renouvelables. Nous appelons les investisseurs étrangers et le secteur privé local à envisager d'investir dans le secteur des matériaux de construction tels que le ciment, les peintures et tout ce qui est lié à ce domaine. Certains peuvent être fabriqués localement, mais il est très difficile de le faire. Nous appelons également les investisseurs étrangers à investir dans le secteur de l'énergie afin de réduire le déficit d'accès et d'accroître l'attractivité pour les industries. Malgré les progrès réalisés, la Somalie reste confrontée à d'importants défis, notamment ceux liés aux risques économiques, sociaux, sécuritaires et climatiques.
Pour accompagner la croissance du pays, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont approuvé en décembre 2023 une remise de dette de 4,5 milliards de dollars. Cet allègement significatif a réduit la dette extérieure de la Somalie de près de 64% du PIB en fin 2018 à moins de 6% du PIB à fin 2023. Et c'est sur cette note que nous mettons fin à ce journal. Mais avant, je vais vous rappeler les différents titres. La RDC bénéficiera de 7 milliards de dollars à affecter dans le domaine de la construction des infrastructures. C'est le gouvernement qui l'a réaffirmé au cours d'un briefing co-animé avec le ministre de la Communication. Et à l'international, vous l'avez suivi, depuis la réduction de la dette internationale somalienne, l'économie de ce pays de l'Afrique de l'Est va entrer dans une nouvelle phase afin de se reconstruire et ainsi attirer des investisseurs dans plusieurs secteurs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme chez vous.